Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Goliath. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous passer un très bon réveillon de Noël. Et puis pour ceux qui nous écouteraient après le 1er janvier éventuellement, que vous avez aussi passé une bonne nouvelle année 2025. Alors sans plus attendre, hein, aujourd'hui on va faire ce podcast qui va tourner sur Donald Trump et sur l'impact qu'aura Donald Trump lorsqu'il sera à la présidence aux États-Unis, ce qui devra arriver là d'ici le mois de janvier 2025 parce qu'il prendra ses positions le 21 janvier 2025 si tout se passe bien. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Hop. Et donc, comme je le disais, hein, le thème d'aujourd'hui, c'est bien évidemment l'impact de Donald Trump sur la bourse et l'économie américaine. Avant de commencer, juste un petit rappel, hein, le disclaimer. Donc, cette communication, elle est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil d'investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel n'a pas été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière d'un destinataire particulier. Elle n'a pas été préparée conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Enfin, toute référence à la performance passée ou future d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement structuré n'est pas et ne doit pas être considéré comme un indicateur fiable des résultats futurs. Donc avant de commencer, hein, on va juste rappeler qui est Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est le fils d'un promoteur immobilier à succès qui est né à New York à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, parce qu'il est né le 14 juin 1946. C'est un homme d'affaires et une personnalité médiatique aux États-Unis, hein, même avant d'être président, et qui s'est fait connaître notamment via la série The Apprentice, qui est une série sur l'entrepreneuriat, mais c'était déjà un personnage de la pop culture, hein, on a pu le voir faire différentes apparitions, hein, notamment au catch ou autre. Et puis, c'est un magnat de l'immobilier. Donc, il a commencé avec, comme il le dit, un prêt à 1 million de dollars que son père lui avait fourni. Et puis, il a créé un patrimoine de plusieurs milliards. C'est lorsque Barack Obama était président, hein, il s'entendait pas du tout avec lui. Donc, il a décidé à ce moment-là, après une histoire, justement avec Barack Obama lors d'un dîner démocrate, de rejoindre le Parti républicain. Et donc, c'est ce qui l'a poussé vraiment à rejoindre le Parti républicain. Et puis en 2017, hein, ça a payé parce qu'en 2017, il devient le 45e président des États-Unis face à Hillary Clinton. Et puis là, en 2024, il a été réélu face à Kamala Harris, 47e président des États-Unis. Donc il devrait prendre ses fonctions le 21 janvier. On verra après justement l'impact que cela aura, sachant que Donald Trump, hein, il a un style politique assez populiste et assez controversé par certains médias, justement, le critiquent, et donc on verra quel sera cette fois-ci son bilan. Pour rappel, hein, l'impact de son précédent bilan quand il était président en 2017. Donc déjà, le principal point qu'a mis en place Donald Trump, c'est la réforme fiscale, hein, le Tax Cut and Jobs Act de 2017, qui a permis aux entreprises justement de voir une réduction d'imposition, hein, qui est passée de 35 à 21%. Ce qui a permis, vous le verrez un peu plus tard, justement une hausse des marchés et des conditions économiques avant le Covid qui étaient relativement bonnes. Il a aussi déréglementé assez fortement les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'industrie. Donc, ça permet d'avoir moins de paperasse administrative, etc. et d'être plus libre sur ces mouvements. Ensuite, il y a eu une guerre commerciale avec la Chine. On y reviendra parce que ce sera aussi un gros thème de cette campagne 2024. Donc, avec des droits de douane, il y a eu 360 milliards de droits de douane sur les produits chinois. Et puis avant, hein, si on regarde le bilan de Donald Trump, c'est une croissance du PIB de 2,5% par an avant la pandémie de Covid. Donc voilà l'impact de son précédent mandat. Là, on peut le voir sur le S&P, hein. On a commencé aux alentours des 2500 points lors de l'élection de Donald Trump. Là, on le voit ici, c'est écrit, donc en 2017. Et puis, on a fini à la fin du premier mandat aux alentours même au-dessus des 3000, des 3500 points. Donc, on a eu une belle hausse du S&P qui a été notamment poussée par ce que je disais, donc les réformes fiscales et le Tax Cut and Jobs Act de 2017, ce qui a permis une belle hausse des marchés. On le voit en 2020, il y a eu un petit crack avec le Covid et puis ça a été assez bien géré, hein, puisque les marchés sont quand même fortement repartis à la hausse à la suite de ça. Donc, quel est maintenant son nouveau programme, hein, je parlais de la réforme fiscale en 2017 qui réduisait les impôts de 35 à 21% et offrait des déductions fiscales pour les particuliers.
on risque d'en avoir encore en 2024 avec l'arrivée de Trump au pouvoir, donc il faudra suivre ça. En général, si on réduit les impôts, c'est plutôt positif pour le business, donc à voir. Ensuite, ce qu'il faudra surveiller avec attention, comme je disais, c'est la politique protectionniste des États-Unis. Donc là, ils justement s'opposent aux importations en provenance de Chine notamment, mais pas que, parce qu'on voit aussi qu'ils souhaitent mettre des tarifs douaniers plus élevés sur les importations venant d'Europe, de Canada ou du Mexique. Et donc, ce sera à suivre aussi ça avec un grand intérêt. Ensuite, il y a les dépenses publiques et le déficit. Donc, on veut réduire les impôts et l'augmentation, donc la réduction des impôts et l'augmentation des dépenses militaires, elles ont conduit à une montée d'un déficit budgétaire. Donc, on verra maintenant comment ça se passe, mais pour ce second mandat, Trump, il a encore proposé de nouvelles baisses d'impôts et d'augmenter les dépenses dans certains secteurs, hein, comme l'énergie, par exemple. Et donc, ça pourrait créer un déficit encore plus important pour les États-Unis. Donc, faudra suivre ça aussi avec grande attention, hein, le déficit budgétaire des États-Unis. Est-ce que Trump va mettre en place justement pour soit l'améliorer, soit au contraire empirer la situation. Et puis ensuite, on verra comment Trump va se comporter avec la Réserve fédérale, hein, qui justement est libre du pouvoir, mais Trump, il souhaiterait avoir une plus grosse influence justement sur la Fed, et il a critiqué notamment plusieurs fois la Fed hein, pour ses augmentations de taux d'intérêt lors de son premier mandat. Donc on verra cette fois-ci la relation qu'il entretiendra avec la Fed. Puis dans le programme, il y a quelque chose dont tout le monde a entendu parler, qui est quelque chose d'assez important, qui est une nouveauté totale, c'est le Department of Government Efficiency, donc DOGE, autrement dit. Donc DOGE, ça a fait beaucoup parler, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas une agence fédérale officielle, mais ce sera plutôt considéré comme une commission consultative ou un groupe de travail qui va ensuite proposer justement au gouvernement des axes d'amélioration. Donc, le département of Government Efficiency sera dirigé par deux personnes. Une très connue qui a montré beaucoup de support à Donald Trump sur les réseaux et lors de sa campagne, c'est bien évidemment Elon Musk. Et puis le deuxième, c'est Vivek Ramaswamy. Voilà, tous eux qui sont des entrepreneurs et qui ont été très connus pour leur soutien à Trump. Le but principal de Doge, hein, c'est de justement rationaliser les opérations gouvernementales, donc réduire le gaspillage, couper les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales pour justement augmenter l'efficacité gouvernementale. Donc on va voir comment ça va se mettre en place, mais l'idée c'est vraiment de réduire les coûts à un maximum, peut-être éventuellement licencier certaines personnes de la fonction publique pour réduire les effectifs. On verra ce qu'ils vont préconiser. Et on verra ensuite si le gouvernement et si le Congrès décide de mettre en place les préconisations du Doge. Ensuite, ce qui sera intéressant, c'est que ce qui est prévu, c'est que le Doge mette des audits financiers et de performance sur l'ensemble du gouvernement fédéral. Pour que ce soit vraiment transparent, l'idée, c'est que tous ces audits-là, ils seront publiés en ligne et accessibles à tous, donc tout le monde pourra voir voilà, les audits financiers et les performances de l'ensemble du gouvernement. Puis ensuite, ce qu'il faut savoir sur le Doge, hein, même si ça risque d'être un gros point de la campagne de Donald Trump en 2024, c'est que c'est pas une entité gouvernementale à proprement parler, donc elle n'a pas de pouvoir direct pour implémenter ses recommandations. Ce qu'elle pourra faire, c'est recommander des changements au Congrès, et puis ensuite, ce sera au Congrès de décider s'il décide de mettre en œuvre ou pas les actions du Doge. Donc voilà ce qu'il en est maintenant. Qu'est-ce qui pourra éventuellement bouger, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse, savoir éventuellement ce qui va monter, ce qui va descendre pendant le mandat de Trump. Donc, si on compare par rapport au mandat précédent, les marchés ils ont été plutôt positifs, donc ça c'est plutôt positif pour les investisseurs. Puis on voit qu'il y a certaines industries hein, qui se portent mieux que d'autres et qui risquent de mieux se porter que d'autres en cas de victoire de Trump. Donc déjà, avec tout ce qui est déréglementation du secteur de l'énergie, du secteur bancaire, on peut voir que les entreprises du secteur chimique et pétrolier ont pas mal supporté Trump, notamment tout ce qui est Koch Industries. On a aussi eu des entreprises de tabac, aéronautique, etc.,
qui ont été séduites par justement les politiques de dérégulation et de protectionnisme proposées par Donald Trump. Ensuite, on a bien évidemment tout ce qui est cryptoactif, donc les entreprises du secteur des crypto-monnaies, hein. On l'a vu après la victoire de Trump avec un Bitcoin qui a dépassé les 100 000 dollars. Et donc, on a vu plusieurs entreprises, notamment Kraken, Ripple, Coinbase ou encore Ondo, qui ont versé plusieurs millions de dollars lors de la campagne de Trump pour le soutenir, notamment dans le cadre du Super PAC Pro Crypto. Donc, on verra, on verra ce qu'il en est et qu'est-ce qui sera mis en place par le gouvernement américain. Certains parlent éventuellement que la Banque centrale pourrait détenir une réserve en Bitcoin, même si ça a été démenti par la Fed récemment. C'est éventuellement des possibilités. En tout cas, on risque d'avoir un gouvernement qui est plutôt positif sur tout ce qui est cryptoactif. Et donc, ça a été aussi parmi les principaux donateurs. Et on le voit, hein, Ripple qui a fortement augmenté, le Bitcoin qui a aussi fortement progressé, qui est maintenant redescendu en dessous des 100 000 dollars, mais qui avait dépassé les 100 000 dollars à un moment. Donc, ce sera à suivre pour voir comment la politique de Trump va impacter ce secteur-là. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est entreprises financières, comme les entreprises du domaine de l'énergie, elles vont bénéficier justement de la dérégulation du marché faite et mise en place par Donald Trump. Donc là, on a eu plusieurs grosses entreprises, hein, par exemple Goldman Sachs, Bank of America, AT&T, Ford, General Motors, entre autres, qui ont justement participé à l'investiture de Trump, malgré le fait après l'assaut du Capitole en 2021, avait décidé justement de se retirer du soutien de Trump et puis sont finalement revenus là en 2024. Et puis, on parle que des entreprises outre-Atlantique, mais il y en a aussi en France qui ont supporté le mandat de Trump. Plusieurs entreprises publiques, notamment, hein. On peut citer Sanofi, Airbus, ETF, Engie ou encore Thales, qui, elles aussi, ont financé la campagne électorale justement de Trump. Et donc, on va voir est-ce que ce sera éventuellement positif pour ces actions-là, hein, qui éventuellement pourront éventuellement gagner peut-être des parts de marché ou certains contrats aux États-Unis. Et puis ensuite, dans les principaux donateurs, on compte bien évidemment un soutien individuel de beaucoup de personnalités publiques. On peut citer notamment Elon Musk, on peut citer Peter Thiel, on peut citer plusieurs fonds de gestion, notamment celui de Bill Ackman, qui ont tous été un support assez principal de Trump. Et donc, il faudra suivre tout ça. En clair, les secteurs à favoriser pour l'élection de Donald Trump, c'est tout ce qui est valeur cyclique, donc tout ce qui est industrie, matériaux, énergie, énergie fossile aussi par rapport aux énergies vertes, donc tout ce qui est pétrole, etc. On le sait, Trump, il n'est pas trop pour tout ce qui est politique verte, il n'y croit pas trop. Donc, prioriser les énergies fossiles, on pourrait avoir éventuellement un élan de hausse vers ces secteurs-là. Et puis ensuite, les deux autres secteurs à favoriser, c'est tout ce qui est défense, avec l'accroissement des dépenses militaires. Bah, justement, le secteur de la défense, il risque d'être avantagé. Et puis, tout ce qui est infrastructure, c'est vraiment les secteurs à favoriser. Et puis les secteurs à risque, c'est tout ce qui est technologie verte. Et puis, comme on le disait, avec les droits de douane qui risquent d'augmenter et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui risque de se poursuivre, bien évidemment, tout ce qui est entreprises exposées à la Chine, notamment les entreprises des semi-conducteurs ou des entreprises technologiques, hein, on peut penser notamment à Apple, qui sont des secteurs à risque et donc à éviter lors du mandat de Trump. Après, bien évidemment, c'est pas parce que c'est des secteurs à risque que ça veut dire que ça va pas forcément augmenter. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on va arriver et que Trump va prendre ses fonctions, on risque d'avoir une plus forte volatilité, hein, due justement à l'imprévisibilité des politiques. Et donc, faites attention, hein, restez prudents sur les marchés. On risque d'avoir pas mal de volatilité en 2025. Donc, pour conclure, et pour pas durer trop longtemps, voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir en gros de l'élection de Donald Trump au pouvoir? Donc, les opportunités, elles se feront dans tout ce qui est énergie fossile, défense et infrastructure. Pour rappel, ce sera important de diversifier, hein, ce sera même essentiel pour limiter les risques liés à la volatilité. Donc, n'oubliez pas d'avoir un portefeuille diversifié. Ensuite, surveiller avec attention d'ici les prochains mois tout ce qui sera relations internationales, hein, des États-Unis, avec notamment la Chine, avec notamment l'Europe.
On va voir, mais on risque d'avoir des relations internationales un peu tendues ces prochains mois, hein, s'ils décident d'augmenter les droits de douane. Et puis, en parlant de relations internationales, on suivra aussi avec attention justement le rôle qu'aura Donald Trump sur la Russie et la situation qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et puis aussi entre l'Israël et la Palestine, voir comment il va pouvoir résoudre ou essayer de prendre part à ces conflits. Ce sera intéressant à suivre. Et puis bien évidemment, il faudra anticiper les politiques fiscales et budgétaires, donc il faudra continuer à suivre les politiques monétaires de la Fed pour voir si ils décident de continuer à baisser leurs taux ou au contraire, ils décident de les garder à changer ou de les monter. On suivra tout ça avec grande attention d'ici les prochains mois. C'est tout. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez appris des choses lors de ce podcast. N'hésitez pas à lâcher un like et à mettre un petit commentaire si cela vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Merci.